Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, who it is? It is Gregory Volokin. Gregory Volokin, comment ça va? Ça va bien, vous? Très bien, président de Mescart Financial Services. On vous connaît, on connaît votre visage ou votre nom parce que c'est vrai qu'il est tous les jours sur BFM Business. Vous devez avoir un contrat en or avec eux. C'est absolument fantastique, mais juste pour vous corriger votre accent, vous avez un excellent accent anglais. Ouais, moi, ça fait 30 ans que je suis aux États-Unis et j'ai j'ai un affreux accent américain. Mescart Financial Services. Donc, c'était parfait. Voilà. Bon, vous êtes aux États-Unis, c'est là où c'est hyper intéressant, vous êtes à Paris quelques jours. Voilà, les investisseurs américains, vous êtes à leur contact tous les jours. C'est intéressant parce qu'il s'est passé quelque chose la semaine dernière quand même, enfin, c'est mon sentiment. La tech américaine, qui était la dernière digue qui tirait le marché américain, eh bien, elle a corrigé la semaine dernière. Alors, c'est qu'on s'est repris depuis un petit peu. Les banques ont rassuré. On a eu Goldman Sachs, on a eu Morgan Stanley il y a cela quelques heures. Sur la psychologie des investisseurs américains, vous en pensez quoi? Il y a de la fébrilité, il y a de la nervosité, ou au contraire, il y a toujours cette foi inébranlable qu'ils ont sur le fait que peut-être que le bull market, il n'était pas fini. Je vais vous dire, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, vous avez toujours deux aspects dans le monde des marchés. Vous avez l'aspect fondamental, dont on pourra parler certainement, et vous avez l'aspect psychologique. Et je dirais que très souvent, c'est la psychologie qui fait bouger les marchés. À court terme, mais que sur le long terme, la psychologie, on l'oublie. Alors, je vais vous dire quelques exemples. Souvenez-vous de l'élection de Donald Trump, qui n'était pas attendue, en fait. Donc, les marchés pariaient sur Hillary Clinton. La semaine avant l'élection de Donald Trump, les marchés montaient en se disant, bon, c'est assuré, c'est la continuité, fantastique. Le soir où Donald Trump est élu, les futurs sont en chute libre. On s'attendait à un krach des marchés boursiers. C'était la fin du monde. Résultat, Trump était là, en un mois, les marchés étaient en hausse de 10%. Ça me fait penser à cet adage comme quoi les marchés ont tous les jours raison, mais ils n'ont pas toujours raison. Preuve en est une fois de plus. Ils sont vraiment gourés pour le coup. Ils se sont gourés. Souvenez-vous du Brexit? Et quand il y a eu le vote pour le Brexit et que tout le monde paniquait, les marchés baissaient, résultat, il y a eu le vote, l'Angleterre vote pour le Brexit, les marchés sont en hausse. Alors, je reviens maintenant à ce qui se passe maintenant, à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que quelque chose a changé pour essayer d'expliquer la psychologie des investisseurs. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, honnêtement, par rapport à il y a 2 semaines? Vous parlez de ces grandes compagnies technologiques qui ont baissé sur les marchés. C'est vrai. C'est clair. Hein. D'abord, il faut aussi dire... Elles avaient beaucoup monté. Oui, mais il faut dire à quel point elles avaient monté. Vous prenez une compagnie comme Amazon, elle avait doublé cette année. Doublé. Vous prenez Netflix, elle a monté de 75% depuis le 1er janvier. Donc quand on double sur Amazon et qu'on perd derrière 10%, on se dit que voilà, c'est juste une correction. C'est une toute petite correction. On n'y pense même pas. C'est-à-dire qu'on ne pense même pas à ce genre de mouvement. Et ce que je veux dire, c'est que... Donc les Américains, ils sont très sereins? On n'est jamais serein quand on investit, malheureusement, à cause du bruit. Et le bruit, il est amplifié par quoi en ce moment? Il est amplifié, malheureusement, par un président qui, s'il a fait des choses positives pour l'économie, parce que les bases d'impôts des entreprises, ça a été fantastique pour l'économie américaine, c'est pour le profit des entreprises. Maintenant, les salaires en profitent aux États-Unis. Sauf que le bruit de Donald Trump, c'est les tweets qu'il fait tout le temps. Et ça déstabilise. Les marchés se sont habitués à ces tweets. Alors, on commence à le dire, et je lisais aujourd'hui justement un article en disant « on commence à s'être habitué à Trump ». Et ça, c'est une bonne chose. Sauf on ne s'habitue pas à d'autres choses. On ne s'habitue pas encore à la guerre commerciale avec la Chine. Sauf que peut-être que cette guerre commerciale avec la Chine fait partie du bruit des marchés et que c'est sur la distance qu'on verra qu'en fait, chaque fois que le marché baissait de 2% à cause d'une guerre commerciale qui n'aura peut-être pas lieu, tout ça, c'était, je dirais, du bruit dû à la psychologie. Ok, et donc, il n'y a pas de, vous écoutez, il n'y a pas de changement de psychologie des investisseurs américains aujourd'hui? Non, il n'y a pas de changement. Je dirais qu'il devrait y avoir un changement le jour où il y aura le début d'une dégradation fondamentale de l'économie ou des entreprises. Qu'on ne voit pas pour l'instant. Qu'on ne voit pas. Sincèrement, j'attends celui qui va me dire, qui va me donner des éléments. On voit, tous les signaux sont au vert aux États-Unis. Voilà. Sauf que, alors, évidemment, les marchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent. À la limite, les marchés, ils s'en moquent complètement de savoir comment ça va aujourd'hui. Ils veulent regarder comment ça va dans 6 mois. Et là, ce qui est vrai, c'est qu'on est peut-être sur un point d'inflexion en matière de croissance bénéficiaire. Les Américains, les boîtes américaines ne vont pas cracher 20% de hausse de profit tous les ans. C'est ce qu'ils croient les Américains aujourd'hui Mais ils le savent très bien, mais on le sait très bien. Les marchés, ils bougent selon les estimations des analystes. Quand une compagnie publie des résultats et qu'elle déçoit l'analyste, elle baisse.
Quand l'analyste on base ses estimations, elle monte. Vous n'avez pas d'analyste qui pense que l'année prochaine, Wall Street aura 20% de croissance des profits. Tout ça, le marché le sait très bien. Le marché, il sait déjà qu'il va y avoir un ralentissement aux États-Unis. On recommence à utiliser le terme soft landing, atterrissage en douceur. On part de 3%, on est à 3% aujourd'hui. Vous imaginez en rythme annualisé, au-delà des trimestres qui sont très forts là, de 4%, on sera sur 3%. Et un atterrissage en douceur à 2,5%, c'est fantastique. Tout le monde est content. Ça évitera des risques d'inflation. Donc, je dirais non, les investisseurs n'ont pas une raison fondamentale de se faire peur, mais continuent à se faire peur parce que c'est vrai que aussi bien on sait qu'actuellement les choses vont bien, personne, honnêtement, ne peut prévoir où on en sera dans une année. Ouais. C'est impossible. Donc, il faut se fier à ce qu'on voit en ce moment. Ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de raison d'anticiper une récession, ni une récession des profits, ni une flambée de l'inflation. Donc, non, ça va plutôt bien. Donc le fait, en tout cas, que cette tech américaine commence un petit peu à craquer, c'est juste normal parce que ça a beaucoup monté et donc ça baisse un petit peu dans des toutes petites proportions. Effectivement, baisser de 6% quand on a pris 100%, c'est pas grand-chose. Mais en même temps, il faut quand même expliquer que, à part ces quelques stars de la tech américaine, pas grand-chose ne monte. Plein d'experts ont dit, mais regardez, vous enlevez la tech, vous enlevez quelques valeurs ça et là, le reste du marché ne monte plus aux États-Unis. Oui, mais vous savez, c'est toujours, quand on est en France, moi j'entends ce discours tout le temps. Ouais. On entend toujours un discours tellement négatif sur le marché américain. C'est clair qu'il y a eu une baisse des indices depuis quelques semaines. Hein. On a baissé de 6%. Si vous m'aviez interrogé le 1er septembre, le Nasdaq, ce n'est pas deux actions, il était en hausse de 16% sur l'année. Le S&P 500, ce n'est pas juste Google et Amazon, il était en hausse de 8% sur l'année. Je regardais par exemple dans des portefeuilles d'investisseurs, vous prenez des compagnies, je ne sais pas moi, Bank of America, il y a 10 ans le titre était à 3 $, aujourd'hui il est à 28 $, c'était multiplié par 7. Alors dire oui ça ne monte plus, je pense que le reste de la cote, sorti des gros GAFAM et des gros valeurs de la tech, ne monte plus, c'est ce que plein d'experts. Je ne suis pas d'accord. Je pourrais vous citer des dizaines de compagnies dont vous ne connaissez même pas le nom, et ce n'est pas vous, c'est donc aussi vos experts. Donc la hausse, elle est homogène pour vous sur les marchés américains, même si elle est tirée quand même par les stars de la tech. C'est clair qu'elle est tirée par les stars de la tech. Et heureusement qu'on a ces stars de la tech. Et en fait, c'est aussi une raison pour laquelle beaucoup d'investisseurs sont aux États-Unis. Ouais. Et elles sont pas, il n'y en a pas quand même certaines qui ne sont pas Facebook, mais d'autres qui sont quand même maintenant survalorisées, dont on attend des croissances bénéficiaires qui seront difficilement tenables, même si les chiffres aujourd'hui sont dingues, croissance de 20, 30, 40%. On est encore Netflix en termes de croissance d'abonnés, mais à toujours imaginer que ça va se poursuivre au même rythme, on ne se trompe pas. Enfin, les marchés peuvent se tromper. La question est valide, et les marchés peuvent se tromper, les investisseurs aussi. Je dirais, qu'est-ce qui est le plus survalorisé en ce moment à mes yeux, c'est ces fameuses licornes. Quand vous entendez parler, par exemple, de Uber, donc dans le marché privé, des compagnies qui ne sont pas encore publiques, qui vaut 120 milliards de dollars, vous pouvez imaginer que Uber, qui est un excellent service actuellement, est valorisé comme 3 ou 4 fois General Motors ou Renault. Et ça, c'est aberrant. Et c'est une compagnie qui perd beaucoup d'argent. Donc on n'a pas retenu les leçons du passé, c'est une aberration. Tant pis pour les investisseurs qui payent trop cher à un certain moment, c'est leur problème. C'est peut-être une aberration, mais c'est peut-être aussi un changement total au niveau de la structure de l'économie. Et si Uber remplace tous les moyens de transport traditionnels, les 120 milliards d'aujourd'hui, c'est peut-être une compagnie qui vaudra 1 trilliard dans 10 ans. Je ne suis pas là pour le dire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile de parler de survalorisation des marchés, à moins que tout d'un coup, ça soit uniquement des compagnies purement spéculative. Et on ne peut pas dire que Netflix, c'est spéculatif. Hein. Netflix, vous me disiez avant qu'on rentre sur le plateau que vous aviez Même Netflix. Moi, j'ai succombé. Qui au départ n'était pas fan de série. Qui n'est pas fan de série. Au départ, ça a changé. Voilà. Et ça continue à croître à l'international. Ne parlons pas de Apple. Ça fait des années qu'on dit c'est la fin de Apple, c'est la fin des iPhones. En attendant, non, c'est pas vrai. Et je suis sûr que les gens qui vous écoutent, s'ils n'ont pas encore acheté l'iPhone 10, ils n'ont qu'une envie, c'est de l'acheter s'ils peuvent se le permettre. Effectivement, on peut voir Ecorama, évidemment, sur son iPhone, of course. Donc, à vous écouter, la psychologie reste. Il y a toujours la confiance sur le marché américain. Les investisseurs américains sont toujours confiants, même s'il y a ce bruit, il y a Trump, ils s'habituent, cette confiance, elle semble toujours là. Si les investisseurs américains n'étaient pas conscients, qu'est-ce qu'ils feraient? Les Américains sont les gens les plus pragmatiques au monde.
Donc je dirais qu'il sortirait des marchés. Et tant qu'on ne voit pas, non pas la petite baisse qu'on a eue et qui peut continuer, 3, 4, 5, 10% de baisse, ce n'est pas une perte de confiance. C'est pas méchant. Une perte de confiance, ça sera le signe le jour où les indices baissent de 20, 25 ou 30%. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. C'est ce qu'on a ailleurs dans le monde d'ailleurs. On a ça dans certains pays émergents, on a ça Chine, sur les indices chinois. C'est marrant, peu de gens, je ne sais pas si on en parle beaucoup aux États-Unis, mais peu de gens parlent en France. D'ailleurs, on va faire un sujet dans quelques jours là-dessus. Il y a un mini crack sur les valeurs chinoises, quoi. Hein. Mais on parle plus de 30% de baisse. Mais on parle que de ça, non pas des valeurs chinoises. On parle de l'économie chinoise. Et c'est très très intéressant. Parce que par exemple, on parle beaucoup de ces barrières douanières, hein, tout le temps ces tarifs douaniers, et du mal que ça va faire aux États-Unis. OK. Si les Américains mettaient 10% sur l'ensemble des exportations chinoises… On est déjà à la moitié. Hein. On est déjà à la moitié, hein, ça peut venir. Ça fait un impact négatif de 0,2% pour le produit national brut américain l'année prochaine. Par contre, moins 0,2% sur le produit national brut. On a de la marge. Pour la Chine, c'est un impact de 1,2%. Ah, moi j'ai lu 0,5. De 1,2% négatif. Bon, ils passeront de 6,5 à 5,5. Exactement. Hein. Mais tout le monde s'arrête en se disant, ah bon, OK. Par contre, imaginez maintenant un tout petit peu l'impact négatif sur l'Europe d'un ralentissement de 1,5% de la croissance chinoise, alors que l'Europe dépend beaucoup plus au niveau commercial, au niveau des exportations que les États-Unis. Les États-Unis, les exportations en Chine, pour eux, c'est peanuts, comme on dit. C'est très peu. C'est un immense marché intérieur. Et c'est pour ça que je dirais, les investisseurs américains, ils perdront confiance dans le marché, non pas le jour où la Chine ralentit, non pas le jour où vous avez une crise en Italie, ils perdront confiance dans le marché le jour où ils pensent que l'économie américaine se détériore, ce qui n'est vraiment pas encore le cas. Ouais, on voit vraiment rien de ce point de vue-là. Un mot, évidemment, les élections américaines, les midterms, ça approche, c'est dans quoi, un peu plus de 15 jours. Comment ça peut influer? Parce que pour nous, le système américain est assez… quand on ne connaît pas, c'est un peu opaque. Il y a la Chambre haute, il y a la Chambre des représentants, pardon, et il y a le Sénat. Les deux forment le Congrès. Jusque-là, j'ai bon. Aujourd'hui, tout ça est à majorité républicaine. Quel est le risque et quel impact possible sur les marchés? Oui. Alors, pour faire simple aussi… Et quel est le meilleur scénario pour les marchés aussi, quelque part, d'ailleurs? Ça, c'est la question intéressante. Et c'est peut-être même la seule question dont personne ne veut vraiment parler. Parce qu'en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on peut parier ou penser? C'est que la Chambre des représentants, donc une de ces deux chambres, va basculer chez les démocrates. Donc ça voudra dire que Trump n'aura plus cette majorité absolue. Chambre des représentants ou Sénat? Chambre des représentants. D'accord. Hein, d'accord. Donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que pour légiférer, pour faire passer une loi, il n'aura plus la possibilité, en s'appuyant sur sa majorité républicaine, il faudra qu'il y ait des démocrates qui votent pour lui. Autrement, rien ne va se faire. C'est la cohabitation. Les marchés n'en ont pas vraiment peur. Et c'est ça qui est assez intéressant. Parce que d'ailleurs, historiquement, les midterms ne sont jamais bons pour les présidents en exercice. Toujours catastrophique. Catastrophique. Et toujours fantastique pour les marchés. C'est intéressant. 10% de moyenne de hausse en année de midterm, entre les midterms et la fin de l'année. Si le président Trump perd les élections de midterm, pour les marchés, historiquement, c'est 10% de hausse. Absolument. Et c'est pour ça aussi, pour le moment, que les marchés restent en se disant, et d'ailleurs les stratégistes aussi continuent à Wall Street à dire on va terminer en hausse d'ici à la fin de l'année. Parce qu'ils regardent bêtement, comme tout le monde, ces statistiques. C'est passé, de la majorité. Voilà. C'est passé, mais bon, l'histoire peut se répéter ou bégayer. Mais je dirais ce que personne ne veut voir, et ça je pense que c'est le point principal, c'est que des démocrates qui prennent la Chambre des représentants, ça veut dire des démocrates qui vont passer maintenant les 2 prochaines années à essayer d'inculper Donald Trump, à faire le début du processus d'impeachment, de trouver de destitution, de trouver toutes les failles qu'ils peuvent trouver. Le fait que, par exemple, Trump n'a pas publié sa feuille d'impôt depuis 10 ans. On commence à dire qu'en fait, peut-être que Donald Trump n'a jamais payé d'impôt légalement. Parce que bon, quand on est dans l'immobilier comme Trump et qu'on est un filou ou qu'on est très malin, on sait quoi faire. Donc on peut imaginer que Trump n'a jamais payé d'impôt. Si ça devient apparent, c'est difficile vis-à-vis des électeurs. Ce n'est pas vraiment porteur comme tel. Donc, ce que le marché ne réalise peut-être pas encore, c'est que si les démocrates sont très agressifs et essayent de trouver vraiment des failles légales vis-à-vis de Trump, là, ça pourrait affaiblir d'une certaine façon la dynamique économique. Ça sera vraiment leur objectif numéro 1. Les démocrates, ils n'auront pas aussi l'ambition de passer des plans d'investissement, parce que le grand plan d'investissement de Donald Trump, on l'attend encore. On a vu les baisses d'impôts, on a vu la dérégulation, mais sur le méga plan d'infrastructure et d'investissement, on ne voit pas grand-chose. Les démocrates, et c'est bon pour l'économie, donc on peut… Parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit les démocrates remportent effectivement les élections, on se dit il y aura des plans d'investissement, c'est bon pour l'économie. Si c'est Donald Trump qui est confirmé avec les républicains, il y aura peut-être de nouvelles baisses d'impôts. Donc le marché peut dire finalement, quoi qu'il arrive, c'est bien. Ouais.
Ouais, ça, c'est les Américains, ils sont toujours optimistes. C'est vrai. De toute façon. C'est comme ça qu'ils pensent. Je pense comme un Américain. Mais Non, c'est c'est vrai, ça. oui. Mais justement, vous parlez des plans d'investissement, d'infrastructure. Qu'est-ce qu'a dit Trump il y a 10 jours? Il a dit ah, moi, je suis prêt à travailler sur ces plans d'infrastructure avec les démocrates. Pourquoi il a dit ça? Mais il sait déjà que les démocrates vont peut-être emporter la Chambre des représentants. C'est plus probable. C'est le plus probable. C'est le plus probable. C'est ce que c'est les paris, c'est les sondages. Les Alors, polls, attention, les sondages. Les sondages s'étaient bien trompés. Hein. La dernière fois, Trump, aucun sondage ne le donnait gagnant. Hein. Donc les sondages, on fait ce qu'on en veut. Mais pour le moment, disons de toute façon, les sondages, c'est ce qu'ils disent. OK, Chambre des représentants démocrates. Et c'est vrai que là, il y aura cette possibilité que Trump essaye de pousser un plan d'investissement. Pourquoi? Mais c'est parce que Trump, il faut aussi quand même, à ce moment-là, qu'il élargisse sa base électorale. Ouais. Donald Trump s'en moque complètement des républicains. Il s'en moque complètement des démocrates. Donald Trump, la seule chose qui l'intéresse, c'est Donald Trump. Et s'il n'a plus une majorité républicaine, il fera très très bien avec les démocrates s'ils peuvent collaborer. C'est cynique, mais c'est pragmatique. Mais voilà. Il est cynique et pragmatique aussi. Hein. Il ne faut pas l'admirer pour ça, mais c'est la réalité. Ouais. Donc finalement, le meilleur scénario, on finit là-dessus, pour les marchés, selon vous, la meilleure configuration, ce serait effectivement une défaite des Républicains à la Chambre des représentants, qui historiquement a apporté 10% de hausse des marchés. Et c'est ce que les marchés parient. Alors, c'est toujours difficile de dire si c'est le meilleur scénario, parce que peut-être qu'une surprise, imaginez une vague républicaine, peut-être que les marchés vont se dire « Ah, ben grâce à ça, on aura encore plus de baisse d'impôts. » Et vous savez, lire dans l'avenir, c'est la seule chose qu'on n'arrive pas à faire dans notre métier. Oui, malheureusement. Bon, en tout cas, c'était passionnant. Merci de passer nous voir. Grégory Volokin, donc le président de Mescart Financial Services, quand il est à Paris maintenant, il viendra nous voir. Hein? Avec plaisir. Allez, rendez-vous est pris. Merci à vous. Au revoir.